Bonjour à tous, nous sommes sur l'espace innovation de l'Université d'été du MEDEF et j'ai la joie d'accueillir Arnaud Coulet qui est le directeur de Fabulous, qui est, comme son nom ne l'indique pas forcément d'ailleurs, un exemple du savoir-faire français en termes d'impression 3D. Alors on va peut-être commencer par le début. C'est quoi l'impression 3D et qu'est-ce qui caractérise votre activité dans ce domaine? Oui. Bonjour. Alors déjà l'impression 3D, c'est pas le bon terme en fait, techniquement Ça parlant. commence mal. Ça commence mal. Non, c'est un terme qui est souvent utilisé depuis quelques années, notamment depuis que l'impression 3D s'est démocratisée. Mais en réalité, le vrai terme, c'est plutôt la fabrication additive. Et ça explique justement La fabrication additive, additive, qui explique justement quel est le principe technique de cette nouvelle technologie. Pour faire simple, on va dire que l'impression 3D ou la fabrication additive, c'est des technologies d'addition de couches de matière pour pouvoir produire un objet en 3D. Comme auparavant, on avait des imprimantes 2D, donc sur 2 dimensions, et bien là, les imprimantes 3D ou les machines de fabrication additive fonctionnent aussi sur la hauteur, ce qu'on appelle le Z. Donc ce qui permet de fabriquer. Alors Fabulous fabrique quoi? Ou fait fabriquer ou permet de faire fabriquer quoi? Alors, Fabulous, nous, on a actuellement, en fait, beaucoup d'entreprises sont intéressées, ou même aimeraient utiliser l'impression 3D, mais ne savent pas forcément comment le faire. Donc, nous, notre travail chez Fabulous, c'est de les accompagner sur 3 volets. Le premier volet, on va dire, c'est sur l'innovation. C'est une entreprise qui a envie de se servir des avantages compétitifs de l'impression 3D pour acquérir de nouveaux marchés avec des nouveaux produits. Je donnerai peut-être quelques exemples un peu plus tard. Le deuxième volet est plutôt sur la production. Donc là, c'est comment on se sert justement de ces technologies qui sont des technologies industrielles qui permettent de faire beaucoup de choses, y compris du métal, voilà, pour pouvoir produire des objets dans des séries qui là aussi peuvent augmenter par rapport à ce qu'on pouvait faire auparavant. Et enfin, le troisième volet est ce qu'on appelle l'animation. C'est comment on utilise ces technologies 3D au cœur de dispositifs de communication pour pouvoir faire parler d'une marque et pouvoir réinventer un peu des modèles de communication. Alors Fabulous, ça existe depuis combien de temps? Il y a combien de gens? Alors Fabulous existe depuis 1 an. On est actuellement 5 en cours de recrutement sur le second semestre de 2015. Et on a la chance depuis 1 an de pouvoir travailler pour des industries assez différentes, des grands comptes, qui, comme je vous le disais, s'intéressent beaucoup à l'impression 3D et ont besoin de cet accompagnement à la fois conseil et techno, qui est un positionnement un peu particulier, on va dire, dans l'impression 3D aujourd'hui, et qui permet à ces entreprises de savoir où elles vont, un peu comme à l'époque avec le web, par exemple. Alors c'est un savoir-faire français que vous développez spécifiquement ou on est beaucoup plus sur une logique, de toute façon, internationale et worldwide? Alors c'est une vraie question parce qu'effectivement, un des enjeux de l'impression 3D, c'est aussi la relocalisation de la production. Et ça entre en jeu aussi dans les réflexions de production des différentes industries pour lesquelles on peut travailler. Donc oui, on développe un savoir-faire français. Il y a un tissu industriel de l'impression 3D, de la fabrication additive qui existe en réalité depuis longtemps, depuis 15, 20, 25 ans, puisque ça a été développé notamment dans les industries de pointe, dans l'aéronautique, l'aérospatiale, la défense, etc. Donc ce tissu industriel existe et demande une chose, c'est de pouvoir effectivement développer encore plus leur capacité de production. Donc effectivement, l'enjeu de la relocalisation de la production en France est très important pour les entreprises aussi pour qui on travaille. Alors dans quel secteur justement vous avez déjà des clients et dans quel type de production en fait, à quel type de production vous êtes associé aujourd'hui? Alors, on travaille aujourd'hui dans différents secteurs, on va dire que les principaux, dans le médical, où on peut travailler par exemple pour des personnes qui vont vouloir faire des instruments ou des implants chirurgicaux sur mesure. Là aussi, la personnalisation, le sur-mesure est un des avantages compétitifs de l'impression 3D. On travaille aussi beaucoup dans le luxe, là plutôt pour ce qu'on appelle de la publicité sur lieu de vente, c'est-à-dire voilà, dans un certain nombre de magasins en France, mais aussi dans le monde d'ailleurs, on installe des objets qui ont été fabriqués en impression 3D. Là, l'avantage compétitif qu'on en retire, c'est la personnalisation, encore une fois, mais aussi la rapidité de production. On peut le voir dans les différents bénéfices de l'impression 3D, c'est de pouvoir produire plus vite
que ce qui pouvait se faire auparavant dans des techniques traditionnelles. Donc, par exemple, ce que vous avez réalisé quelque chose, vous avez amené des visuels, je crois, de ce que vous avez réalisé. Alors, justement, oui, voilà. On peut vous montrer sur... Alors, ça, c'est un visuel qui explique quelles sont les technologies... Enfin, quel est le principe de la technologie de fabrication additive. Là, on est sur une petite machine, mais qui ne peut pas faire grand-chose. En réalité, ce sont des machines domestiques qui sont plutôt achetées par des particuliers, mais ça explique qu'on va construire l'objet sur couche par couche pour pouvoir produire l'objet. Sur les techniques industrielles, là, c'est exactement les mêmes principes, sauf que on va utiliser des techniques beaucoup plus sophistiquées, par exemple de laser, qui peuvent produire là aussi un objet couche par couche en allant fusionner des particules et donc là aussi de construire l'objet. Question sans doute idiote par rapport au visuel qu'on voit. Donc il y a comme une imprimante, on nourrit, j'imagine, la matière jaune par exemple pour faire le building. Parce qu'on voit comment ça fonctionne de la construction, mais qu'est-ce qu'on injecte? Alors, sur cette technique-là, on injecte uniquement du plastique. D'accord. Maintenant, là aussi, un des intérêts de l'impression 3D, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 200 matériaux possibles. On va avoir sur 4 grandes gammes, on va dire, 4 grandes familles. La première famille, c'est plutôt sur les plastiques, donc tout type de plastique, ce qu'on appelle les polyamides, l'ABS, voilà, des plastiques qui sont utilisés dans l'industrie pour produire des objets de la vie courante. Mais il y a aussi, depuis quelques années, par exemple, la possibilité de faire des métaux. Ce qui représente d'ailleurs un marché de plus en plus important, qui se multiplie par 2 depuis 5 ans. Et donc, dans la gamme des métaux, on peut faire de l'acier, de l'inox, de l'inconel, du chrome cobalt qui est utilisé par exemple dans le secteur médical. On peut Mais aussi les doses qu'il faut mettre au départ pour construire l'objet sont des petites doses, en fait, ou c'est une question idiote? Alors, ça peut être une question idiote. En fait, si vous voulez, on est sur la fabrication additive, donc la dose qu'on injecte, c'est la dose entre guillemets, c'est celle qui est nécessaire et seulement nécessaire pour la production de l'objet. Donc ça permet des économies de ressources aussi, c'est ça? Donc ça permet effectivement aussi des économies. Si on prend l'exemple du métal, par les techniques traditionnelles, qui sont des techniques de soustraction de matière, on peut avoir une perte autour de 70-80% de la matière, qui ne peut pas être réutilisée. Sur les techniques de fabrication additive, métal, là, on n'a aucune perte de matière. Donc effectivement, il y a un intérêt aussi en termes de coût de production. Et par exemple, aujourd'hui, vous travaillez sur un projet de ce type-là, et donc sur quelle matière et pour quel usage, en fait, en termes de métaux? Alors, si je reprends l'exemple que j'utilisais tout à l'heure dans le secteur médical, on travaille sur des implants lombaires qui sont donc dans une matière plastique qui doit être adaptée évidemment au contact peau, enfin voilà, qui sont certifiés médicales. Donc là, on utilise un plastique très particulier et des techniques industrielles très particulières qui sont celles dont je parlais tout à l'heure, de fusion laser, c'est-à-dire c'est un laser qui va aller fusionner des particules de poudre plastique pour pouvoir constituer l'objet sur mesure, qui est adapté donc avec des implants lombaires adaptés à la morphologie du patient. Dans le côté, vous donnez l'impression qu'effectivement, vous évoquiez les entreprises savaient très bien comment elles devaient utiliser le web. On est dans un moment où on peut imaginer que ça va se développer, ça va changer le mode de production de combien de secteurs, à quelle rapidité? Quelle est votre vision des choses là-dessus? Alors aujourd'hui, en fait, on est un peu dans un tournant. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans un tournant d'un point de vue démocratisation. On voit apparaître effectivement des machines qui peuvent être utilisées chez les particuliers. Donc il y a un marché qui se développe, qui reste quand même assez restreint, mais qui se développe. Et puis on est aussi à un tournant d'un point de vue production. Donc là, plutôt sur des techniques industrielles où l'enjeu pour le secteur de l'impression 3D, c'est à un moment donné de pouvoir concurrencer les techniques traditionnelles, donc par exemple l'injection plastique ou la fonderie en métal, en termes de volume de production, de cadencement et de prix. Et on est à ce moment-là, très clairement, au Salon du Bourget il y a quelques temps, les discussions étaient bien autour de ce sujet-là. C'est-à-dire qu'actuellement, dans l'A350 d'Airbus, il y a plus de 1000 pièces qui sont déjà faites en impression 3D
plastique ou métallique. L'enjeu pour les fabricants d'impression 3D, c'est de dire, d'ici 2 à 3 ans, nos techniques pourront concurrencer les techniques traditionnelles et seront compétitives pour pouvoir produire sur des plus grands volumes. Aujourd'hui, on ne peut pas produire 1 million de pièces en plastique avec l'impression 3D, il n'y a aucune rationalité économique à le faire. En revanche, on peut le faire sur quelques dizaines de milliers de pièces. Ce qui n'était pas le cas encore il y a 10 ou 15 ans, où l'impression 3D, la fabrication additive était limitée à ce qu'on appelle du prototypage, c'est-à-dire 1 à 10 pièces, et c'est tout. Alors, tout ça vous a emmené très loin, puisque vous êtes allé jusqu'à Mars, en quelque sorte. Vous avez en tout cas participé à un concours organisé par la NASA pour faire de la fabrication additive sur Mars. Alors déjà, je pense qu'il faut expliciter un peu quel était l'objectif du concours et comment ça s'est passé, et ce que ça veut dire de faire de l'impression 3D sur la planète Mars. Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a une vraie réalité industrielle derrière tout ça. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a la possibilité, avec l'impression 3D, de fabriquer des habitats. C'est déjà le cas, il y a des Chinois qui le font, des Néerlandais qui sont en phase de R&D là-dessus. Nous aussi, on réfléchit là-dessus. Et le concours qui a été lancé par la NASA, auquel on a participé avec toute une équipe d'experts, notamment des scientifiques du CNRS, donc voilà, avec aussi tout un bagage sérieux. Très sérieux. Donc on a participé à ce concours, on a été sélectionné comme un projet français parmi des milliers de dossiers, donc parmi 160 sélectionnés. Si vous voulez, actuellement, on a les capacités techniques de fabriquer des habitats avec ce qu'on appelle des matières indigènes, c'est-à-dire les matières qu'on trouve sur place. Bon, il se trouve que sur Mars, la matière indigène la plus importante, c'est l'oxyde de fer. Vous savez que la planète Mars. C'est pour ça qu'elle est rouge. Voilà. C'est parce que c'est la rouille, en fait, l'oxyde de fer. Elle est toute rouillée, en fait. Elle est toute rouillée, exactement. Ça montre d'ailleurs qu'il y avait de l'eau sur place à l'époque. Et donc, l'idée, là, c'est de partir justement de techniques d'impression 3D métallique pour pouvoir fabriquer au fur et à mesure un habitat sur Mars qui pourrait héberger 4 astronautes sur place et pouvoir coloniser, commencer à vivre sur Mars. Voilà, mais en fait, si vous voulez, ce qu'on peut faire sur Mars, on peut aussi le faire sur Terre. Et nous, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de produire aussi une machine qui soit capable d'aller sur un secteur qui est de plus en plus intéressé par ces technologies, qui est le secteur du BTP et de l'immobilier, avec des projets qui commencent à sortir de terre, à Dubaï, en Chine, aux Pays-Bas, et pourquoi pas en France. Donc voilà, nous, notre objectif maintenant, dans les 6 mois qui viennent, c'est de pouvoir développer ce projet-là. On est en recherche, évidemment, de financement, d'investissement. Il en faut pour ce type de projet. Donc, vous avez une région cible déjà, ou c'est un peu trop tôt? Vous avez un endroit en France où ça serait possible, ou c'est un peu prématuré? Par exemple, pour l'oxyde de fer sur Mars, le seul endroit sur Terre où on pourrait le faire, c'est à Hawaï, vers les volcans, voilà, où on trouve des particules d'oxyde de fer. Bon, là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir, par exemple, dans un désert, utiliser le sable, c'est-à-dire la silice, pour pouvoir construire un habitat. Il y a déjà des technologies qui permettent de le faire. Donc, on pourrait très bien imaginer des habitats, des abris d'urgence qui sont construits en impression 3D avec des technologies existantes qui demandent que certains investissements et financements pour pouvoir prendre racine. À travers ce que vous dites, on voit que ça part dans toutes les directions, dans tous les secteurs, etc. Comment, à l'échelle d'une petite entreprise qui est la vôtre, on arrive à justement choisir un peu ses projets, à prendre une direction, parce qu'on ne peut pas se disperser sur toutes les planètes de la galaxie? Alors, nous, on est déjà très spécialisés sur la fabrication additive. Donc, pour résumer, on a un bureau d'études très spécialisé là-dessus. Donc, on continue à travailler pour des industries très différentes les unes des autres, qui ont des questionnements et sur lesquels on peut amener des réponses. Et puis après, effectivement, on souhaite maintenant pouvoir développer nos propres produits. Donc, pourquoi pas des habitats. Il y a d'autres aussi idées en tête. Et donc là, finalement, quelle que soit l'industrie, les technologies se ressemblent. La question, c'est quelles applications sectorielles on va amener à ça. Et c'est pour ça que nous, on est beaucoup dans le conseil et dans l'accompagnement
parce que ça implique évidemment des bouleversements en termes de modèle économique pour nos clients, en termes de process de production actuel qu'il faut rénover, revoir. Voilà, donc si vous voulez, nous ce qu'on amène à nos clients, c'est aussi beaucoup de conseils, de jus de cerveau pour savoir quels sont les bons chemins à emprunter et quels sont ceux où il faut mettre une croix dessus. Il vaut mieux déjà s'arrêter. Voilà. Est-ce que pour terminer, donc, vous vouliez nous montrer quelques images de ce que vous avez produit? Oui. Voilà, merci. Qui arrive. Voilà, donc ça c'est un projet qu'on a mené pour Lancôme, donc chez L'Oréal. Qui est écrit. Voilà. L'idée, c'est ce que je vous disais au début, c'est de pouvoir produire des publicités sur lieu de vente, en gros, enfin des objets qui vont venir décorer les magasins chez Lancôme en France, mais on a produit aussi tout ça en Europe, en Inde, à Miami, etc. Donc on utilise des machines industrielles déjà pour faire ce type de projet. L'idée, c'est de pouvoir utiliser des factices de rouge à lèvres, d'en produire un certain nombre sur cette taille, cette couleur différente, et de pouvoir derrière donc construire ces PLV qui viendront décorer et attirer l'œil du client sur les stands de maquillage. Voilà, donc on voit que l'impression 3D, ce qu'elle permet sur ce type de projet, c'est la rapidité de production. C'est PLV. Par exemple, ça prend combien de temps de produire? Là maintenant, ça prend une semaine. Ah oui. Donc, à combien d'exemplaires de ce genre de choses? Là maintenant, on en a produit, on est sur plusieurs dizaines. Voilà. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que justement, quand on est dans l'univers du retail, du magasin, eh bien, on est plutôt sur une logique de time to market, c'est-à-dire qu'on va commander des PLV du moment qu'il y a une ouverture de magasin. Et ça, c'est un des bénéfices très importants de l'impression 3D, c'est de pouvoir produire rapidement une PLV, la personnaliser au magasin et donc de pouvoir aussi produire sur commande quelque part. Voilà. Et donc là, c'est Lancôme qui est venu vous voir ou c'est vous qui les avez démarchés ou... Alors, avec un bâton de rouge à lèvres à la main ou... Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes allés les voir. On a apporté une solution à une problématique qui restait un peu coincée dans les cartons du bureau d'études. Voilà. Et il se trouve qu'aujourd'hui, que ce soit dans le luxe, chez Lancôme ou d'autres, il y a beaucoup de projets qui sont bloqués parce que beaucoup d'objets qui n'existent pas, parce qu'en fait, ils ne sont pas faisables autrement que par impression 3D. Donc, nous, on amène une solution. On est là un peu pour racler les cartons, de voir ce qui se passe, quels sont les objets qui ne sont pas sortis, et puis d'amener effectivement des solutions techniques sur lesquelles, en fait, pour l'instant, les entreprises ne savent pas réellement quelles sont les réalités industrielles, les possibilités, les contraintes. Voilà. Donc c'est aussi notre travail de dire ça, on peut le faire en impression 3D, ça, on ne peut pas le faire, ça n'a pas d'intérêt, et d'amener une solution qui permette de faire ce type de projet. Si j'entends bien ce que vous dites, en fait, pour peut-être conclure, on peut faire de l'artisanat industriel, qui sont normalement deux mots qui ne vont pas ensemble, grâce aux techniques de l'impression 3D, sans avoir des coûts, sans développer des usines de fabrication, une chose comme ça, c'est ça? Tout à fait. En fait, ce qui se développe, là aussi, quelles que soient les industries, c'est non plus la production de masse d'un même produit uniformisé, mais plutôt ce qu'on appelle de la customisation de masse. Donc, ça veut dire que grâce à l'impression 3D, on peut produire un même produit, mais avec des variantes. Voilà. Et donc, on est dans la personnalisation, qui est aussi ce que recherchent les consommateurs, maintenant, d'avoir un produit qui est le plus adapté, une chaussure qui est la plus adaptée possible à leurs pieds, à leur morphologie. Oui, ou qui est aussi original parce qu'on remplace une couleur ou une autre, ou qu'il aurait... Voilà, exactement. Ou sur le cas qu'on a présenté, d'avoir une PLV qui soit adaptée exactement au magasin. Voilà. Donc on est dans cette idée de personnalisation de masse. Est-ce qu'il y a un bénéfice en termes de développement durable? Parce que vous évoquiez le fait que ça consomme moins de matières premières, donc ça c'est déjà un bénéfice. Est-ce que c'est utilisé dans cet esprit-là d'économie de ressources et d'efficacité énergétique ou pas aujourd'hui? Alors, il y a effectivement... dans l'idée de l'utilisation de ces technologies, de pouvoir recycler. Hein. Le mouvement qu'on appelle le mouvement des makers, qui sont les gens qui se réapproprient ces technologies de fabrication pour pouvoir fabriquer, imprimer en 3D chez eux, a une charte, une certaine conscience de réutilisation des matériaux
de recyclage pour pouvoir éviter là aussi la consommation et la production de masse, mais de faire une production adaptée et personnalisée. Donc oui, il y a cette idée-là. Après, il est clair qu'on utilise aussi des matières plastiques. Pour certaines, elles sont recyclables, pour d'autres, non. Voilà. Et qu'il y a effectivement aussi des enjeux industriels derrière qui font qu'il faudra à un moment donné peut-être se poser encore un peu plus la question de savoir comment on va faire optimiser les dimensions durables de ce mode de production. En fait. Voilà, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup Arnaud Coulet, et ça nous amènera tout naturellement à la dernière partie de ces séquences, avec justement des enjeux à la fois autour de ce que doit être l'économie du développement durable et du partage, avec David Rouxel de Mon Petit Village, et puis toutes les dimensions d'urbanisme, de construction, d'association des citoyens, mais aussi une modélisation de l'urbanisme, qui est donc ce avec quoi nous allons conclure cette journée. Merci beaucoup.